Merci, bonsoir à tous. Je vous vois pas bien parce que j'ai un gros projecteur dans la figure. Ouais. Donc déjà, merci de m'écouter en français parce que malheureusement c'est la seule langue que je maîtrise à peu près pour dire quelque chose d'intelligible. Euh, Deuxièmement, donc, comme l'a dit Gary, je suis donc chargé de direction d'INES, l'Institut européen d'économie solidaire. Je le présenterai un peu plus loin. Et donc pour vous dire quand même que mon entrée là ce soir, ça va pas être complètement théorique puisque je suis pas un académicien pur, mais on va dire que j'ai accompagné l'économie solidaire en fait dès son lancement en fait au début des années 90 et donc j'ai accompagné dans différents pays d'Europe en fait son émergence. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ce qui va sûrement vous étonner parce que d'habitude quand on entend économie solidaire au Grand-Duché, on a une idée un peu particulière, souvent qui renvoie vers les initiatives sociales pour l'emploi. Or, il se trouve que si on peut considérer que ces acteurs en font partie, ils n'en sont qu'une toute petite partie. Donc c'est un peu sur ça que je vais développer aussi mon discours. Alors je vais voir si ça fonctionne avec le matériel. Voilà, donc je ne vais pas faire une définition pour dire exactement ce que c'est, parce que c'est trop compliqué, chacun peut avoir la sienne, donc c'est un exercice vraiment trop périlleux. C'est une réalité protéiforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une économie solidaire aussi, il y a différentes façons de l'aborder. C'est un concept en action, ça veut dire que c'est évolutif, c'est pas quelque chose de figé. Hein. On ne va pas vous dire l'économie solidaire c'est comme ça, il faut remplir les critères, point, et puis voilà. Il y a plusieurs concepts voisins qui compliquent aussi le discours, donc je vais m'arrêter quelques minutes parce que je crois que c'est bien pour comprendre quand même ce qu'on dit. Donc l'économie sociale, le tiers secteur, il y a plein de concepts proches comme ça, et puis quelques constantes qu'on va retrouver. Alors je vais commencer, c'était annoncé dans le programme par, on va dire, le grand-père de l'économie solidaire, qui est ce qu'on a appelé en fait et théorisé sous le nom d'économie sociale. Donc là, on a une définition claire, par contre, de l'économie sociale qu'on peut reprendre de Jacques de Fourny, qui est un chercheur et donc prof d'université à Liège, au Centre d'économie sociale de Liège. Donc c'est une réalité très très ancienne. Je ne sais pas si vous avez certainement donc des références d'écriture donc sur le mouvement ouvrier. Donc cette économie sociale là, elle est née avec le mouvement ouvrier dans ses formes d'organisation. Donc pour l'émancipation des travailleurs, avec les coopératives, les mutuelles. Donc ce sont les travailleurs qui s'organisent directement. Et donc cette économie sociale, en fait, on la repère par ses statuts. Donc c'est pour ça que c'est assez simple la définition. Ce sont les coopératives, les mutuelles et les associations. Associations employeuses, évidemment, les associations de boulistes aussi respectables soient-elles, ne sont pas considérées directement comme des acteurs économiques. Donc ça, c'est l'entrée. Alors, vous entendrez souvent aussi fondation, ça c'est l'Europe qui l'a rajouté, les théoriciens n'avaient pas mis les fondations dans l'économie sociale. Elle n'en respecte d'ailleurs pas tous les principes, puisqu'il n'y a rien de démocratique dans les fondations, par exemple. Donc mais pour des raisons, pour la petite histoire, si vous voulez la connaître, en fait, on a rajouté ça notamment pour la réalité espagnole, puisque de grosses ONG comme la ONCE, qui organise la loterie pour les aveugles en Espagne, qui est une fondation et qui est considérée comme l'économie sociale. Donc voilà, à Bruxelles, on a rajouté aussi les fondations. Alors, 4 principes fondateurs, donc ça vous pouvez retenir, c'est important. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces organisations d'économie sociale? Elles sont nées, elles sont créées pour rendre des services à leurs membres, donc à la communauté dans laquelle ils interviennent. Il y a une autonomie de gestion, c'est-à-dire que ça ne peut pas être parapublic, donc il peut y avoir du financement public, mais il y a toujours une part sur le marché qui garantit une autonomie de gestion. Un contrôle démocratique, donc ça on y reviendra parce que la question de la démocratie c'est la question centrale de l'économie solidaire, donc il ne peut pas y avoir un PDG qui contrôle tout. Et donc la primauté des personnes sur le capital, puisqu'il y a un des grands principes qui est un homme, une femme, une voix, et donc c'est pas celui qui a les capitaux qui décide, mais c'est l'ensemble des parties prenantes engagées qui ont chacun une voix dans les assemblées générales. Un petit mot qui n'est pas qu'un détail, toutes ces organisations-là qui sont organisées alors en fédération, en réseau, en chambre dans certains pays, etc., se vivent comme des réseaux d'entreprises. C'est-à-dire ce sont des acteurs économiques qui font de l'économie. Donc les coopératives, il y en a des grosses au Luxembourg, vous en connaissez, comme
Bonnevoie, Luxley, la Raiffeisen. Donc c'est les grosses entreprises qui font de l'économie. Et on reviendra sur la question des valeurs, puisque c'est une des questions importantes qui est posée aussi. C'est comment ce mouvement qui s'est construit en fait sur une base d'auto-organisation des salariés a pu, à un moment de son développement, en fait, parfois oublier un peu les principes fondateurs de démocratie, de gouvernance collective, de service aux membres. Alors, si je suis trop long, si vous ne comprenez rien, vous m'arrêtez, s'il faut que je passe. Juste un petit mot pour dire le tiers secteur, parce que ça va être important, y compris dans ce qu'on je vais dire dans la fin de mon intervention sur le contexte luxembourgeois. On a l'économie sociale, c'est quand même plutôt né dans les pays latins, donc y compris donc dans ce mouvement ouvrier, et qui a aussi toute une tradition, on dirait anglo-saxonne, donc aussi états-unienne, organisée autour plutôt du non-profit sector, c'est-à-dire c'est une logique plus caritative, donc c'est-à-dire l'économie elle fonctionne. Et à côté, il y a en fait, on peut faire des dons pour organiser la solidarité. Donc là, c'est plus une solidarité interne en fait dans l'entreprise, mais il y a un système et pour quand même organiser la redistribution, il y a une série d'acteurs sociaux qui interviennent et voilà, qui font des galas de charité, qui organisent à trouver à manger pour les pauvres, enfin qui redistribuent comme ça d'un point de vue tout à fait privé. Et avec donc une thématique qui semblerait plus universelle que l'économie sociale, encore que, mais en tout cas c'est ce que dit la Commission, du concept de social enterprises, donc des entreprises sociales. Et je vais y revenir un peu plus tard. Bon, pour mémoire, je disais qu'en Italie aussi on parle de tiers secteur comme secteur social de l'économie sociale, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop pour ce soir. Donc l'économie solidaire au nord, donc quand je dis au nord, on va dire disons en Europe, donc elle est beaucoup plus récente, puisque là on l'a vu, l'économie sociale, donc mouvement ouvrier milieu du 19e siècle, et l'économie solidaire en fait, elle a élargi la notion de solidarité, c'est-à-dire que l'économie sociale, c'est on organise la solidarité au sein de l'entreprise. L'économie solidaire, ça va être organiser la solidarité au sein de la communauté. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître des valeurs nouvelles comme solidarité nord-sud. C'est aussi dans cet espace que sont nées toutes les dynamiques de commerce équitable, par exemple. Comment on répartit de façon plus équitable la plus-value entre les partenaires du sud et du nord. Solidarité territoriale. Les entreprises ne sont pas simplement des entreprises qui font une activité économique, mais des entreprises dans la communauté qui organisent aussi la solidarité. La prise en compte de l'environnement, ce n'était pas forcément quelque chose de très premier dans les coopératives les plus anciennes. Donc là, une conscience très forte autour du respect de l'environnement, donc des productions biologiques, d'énergie douce, etc. Solidarité avec les plus démunis, donc ça on y reviendra, la question des chômeurs, du chômage, donc de dire oui c'est une préoccupation, donc la création d'emplois, et ça pas simplement donc l'activité économique, l'égalité homme-femme, qui est encore balbutiante on va dire dans l'économie sociale et solidaire, mais qui est un principe fort donc développé par l'économie solidaire. Donc là on voit, donc ça arrive fin des années 80, début des années 90, des entreprises qui se montrent souvent dites alternatives, donc qui peuvent être anticapitalistes et qui ont un positionnement éthique très très fort, parfois très radical, mais qui font de l'économie et qui vont prendre des statuts d'économie sociale, hein, ils vont s'organiser en coopérative le plus souvent ou en association, mais avec on va dire un contenu en valeur beaucoup plus fort. Donc au début, quand elle a été théorisée, cette économie solidaire, en dehors de ces alternatives, c'était donc pour répondre à des besoins non satisfaits. C'est-à-dire de voir qu'il y a des services, par exemple, qui sont ni remplis ni par le marché, ni par le service public, et que donc, avec les habitants, on pouvait construire une réponse à ces besoins, avec une hybridation des ressources, c'est-à-dire un peu de financement public, de la vente sur le marché, mais pas au prix du marché, et de la ressource bénévole. Donc on retient, je ne vais pas faire mon théoricien, mais une idée qui me semble très importante de l'encastrement de l'économie. Je ne sais pas si vous avez lu Karl Polanyi dans La Grande Transformation, mais qui avait tout dit déjà dans les années 40, donc sur comment justement on a fait en fait de la théorie économique quelque chose de tout à fait désencastré, de tout à fait virtuel, alors que lui développe l'idée que l'économie en fait c'est quelque chose qui doit être au cœur de la communauté, vécu par les gens et décidé par les gens.
Et donc j'ai dit tout à l'heure économie sociale, réseau d'entreprises, là, économie solidaire, partie prenante du mouvement social. C'est-à-dire que les mouvements d'économie solidaire sont souvent engagés donc, sur la transformation sociétale et donc vont aller développer des ateliers dans les forums sociaux, vont se retrouver dans des manifestations. Donc, c'est-à-dire que là, on sort simplement de la seule posture économique de j'ai une activité, mais je suis aussi un acteur social. Je suis un acteur social qui a des choses à dire sur les grands sujets de la société et pour transformer l'économie. Donc ça, c'est important aussi. Alors, je suis mon papier. L'économie solidaire au Sud, c'est important de le dire parce que au départ, vous avez vu dans la définition, quand j'ai dit cette économie solidaire, elle s'est faite sur répondre aux besoins non satisfaits. Elle est née au même moment dans le Sud, notamment en Amérique latine, très très fort, où c'est là qu'il y a les réseaux aussi les plus engagés et qui trouvent aujourd'hui quelques soutiens avec des politiques publiques dans ce qu'on a pu appeler socialisme du XXIe siècle, hein, c'est-à-dire qui a aussi évolué et dont l'économie solidaire peut être un pilier fort, où là c'est vécu vraiment comme des alternatives au capitalisme. Donc je renvoie à José Luis Coraggio, qui est un Argentin qui a beaucoup écrit sur ça. Ce qui s'est passé, c'est que dans ces pays aussi, l'alternative ne s'est pas simplement développée comme, on va dire, un engagement politique, mais simplement parce qu'il fallait s'organiser pour survivre. Et donc, c'est dans l'idée un peu de cette économie de subsistance que les gens se sont organisés pour créer leur emploi, pour vivre mieux et pour développer des activités économiques. Mais voilà, avec cette idée de changement social, en disant je suis une victime du système mondial économique, je crée mon entreprise, mais pas pour écraser les autres, mais justement pour être un acteur de changement donc dans ma communauté. Du projet collectif, ça c'est très très important parce que c'est quelque chose qu'on a complètement oublié au Luxembourg, je vais dire, c'est-à-dire que autant il y a des mouvements qui sont axés entrepreneuriaux, qui sont axés sur la réussite individuelle, même de l'entrepreneur social, hein, c'est-à-dire je réussis, j'ai monté mon entreprise, je suis quelqu'un de formidable qui donne du bonheur autour de moi. Les valeurs fortes de l'économie solidaire, c'est comment justement les gens s'organisent entre eux pour développer des activités. Entreprise autogérée, donc là on retrouve l'idée de la démocratie, qui renvoie donc à tout ce qui va tourner autour de l'éducation populaire à la Paulo Freire, donc brésilien du nord-est du Brésil, qui avec des gens illettrés a monté en fait des pédagogies avec eux en fait pour dire voilà ensemble on peut s'organiser, on est tous des citoyens à part entière, qu'on ait de l'instruction ou pas, qu'on soit éduqué ou pas, et il a travaillé avec eux justement pour dire comment ils pouvaient se sentir des citoyens à part entière, quel que soit là où ils habitent, dans leur village, dans leur quartier, et agir dans des activités toutes bêtes, hein, qui est de je fais du pain, je fais des gâteaux, ma petite cordonnerie, mais peu importe. Mais ce n'est pas que la petite activité économique qui est importante, c'est comment je prends conscience que l'état de pauvreté dans lequel je me trouve, il est dû en fait à l'oppression de tout un système, notamment aussi de l'oppression du nord sur le sud, hein, qui est quelque chose qui existe toujours, qui est en train de un peu d'évoluer, et qui est de dire voilà, on agit dans la communauté au niveau où on est avec les gens pour porter à la fois des activités et un discours de changement. Alors, j'ai parlé d'économie sociale, d'économie solidaire, et vous entendrez de plus en plus parler d'économie sociale et solidaire. Mais en fait, ça, c'est pas une autre théorie, c'est simplement la construction politique de rassemblement des deux courants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que l'économie solidaire, elle est née en fait en étant très critique vis-à-vis de l'économie sociale, en disant oui, mais vous avez oublié les valeurs, vos grosses entreprises, la coopérative, qu'est-ce qui reste vraiment, ou les grosses mutuelles d'assurance. Et qu'à un moment donné, c'est vrai que tout le monde s'est dit, plutôt que de taper sur celui qui est un peu moins bien juste à côté, pendant ce temps-là, le capitalisme le plus débridé en fait poursuit sa route, et que tout en respectant en fait les spécificités des deux mouvements, c'était quand même plus intelligent de voir ce qu'on avait en commun et de travailler ensemble. Et c'est comme ça en fait que c'est construit, donc d'un point de vue tout à fait politique, cette économie sociale et solidaire, donc qui réunit tous les acteurs qui se retrouveront dans l'entreprendre autrement. Et donc là, il n'y a pas de référence théorique particulière sur ça. On avait fait un colloque au Luxembourg, d'ailleurs, à l'université en 2010, dont les actes viennent de paraître là la semaine dernière. Peut-être je pourrais donner les références pour le site.
et donc où on commence à réfléchir justement à dire comment on peut construire cette théorie de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est-à-dire que nous, quand on dit oui, mais on n'est pas repris dans les politiques publiques, par exemple, comme étant un courant de pensée économique à part entière. Vous entendrez parler aussi des économistes hétérodoxes. Et que c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, elle s'est construite dans la pratique. Et on n'a pas fait suffisamment cet effort théorique pour le construire aussi, qui font que les conseillers économiques dans les différents gouvernements, bah, eux qui ont été nourris en fait des théories économiques libérales, n'ont pas intégré qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a d'autres systèmes, et qu'il y a des économistes de plus en plus importants qui commencent à asseoir cette théorie en fait. Donc c'est important. Donc on va retrouver un peu des constantes dans tout ça, c'est le lien entre théorie et pratique justement dans des allers-retours. Ce qui est une différence avec l'économie, parce que la théorie économique, c'est une construction tout à fait théorique. D'ailleurs, ils le disent toujours, les économistes, les situations sur lesquelles ils travaillent et ils font tourner les ordinateurs, elles n'existent jamais dans la vraie vie, puisque en fait, c'est des constructions sur l'offre et la demande, sur etc., qui n'existent jamais. La dimension démocratique, on n'insistera jamais assez, et donc une activité économique a des fins non capitalistiques, puisque dans le système économique, l'entreprise, qui est une entreprise de capital, son objectif, c'est de faire fructifier le capital. C'est dans ses gènes, c'est-à-dire une entreprise de capital, c'est pour faire fructifier le capital. Donc elle peut avoir plus ou moins une responsabilité sociale développée, mais elle n'est pas créée pour ça. Elle s'est créée autour du capital, que dans l'économie sociale et solidaire, on va parler de société de personnes. Donc c'est la finalité sociale qui va réunir les acteurs de ces entreprises et non pas la fructification du capital et les revenus financiers. Voilà, alors là j'ai fait, ça va, je suis passé un peu vite, mais on a démarré en retard. J'ai donné quelques grands traits comme ça pour qu'on voit bien. Donc une économie sociale très ancienne, mouvement ouvrier, qui s'est un peu dévoyée, une économie solidaire plus récente, plus alternative, plus jeune et qui donc crée des alliances. Et aujourd'hui un contexte économique, on va dire d'économie globalisée qui déstructure tout et qui est en crise. Et on va voir justement est-ce que cette économie sociale et solidaire elle peut jouer un rôle ou pas là-dedans. Est-ce qu'elle en joue déjà un? Et donc évidemment, on va faire cette traduction un peu générale, globale, théorique maintenant sur une réalité plus de terrain. Donc au Luxembourg, il y a un mouvement coopératif, on n'en parle pas beaucoup, mais parce qu'en fait, il n'est pas organisé justement en fédération, bon, ce qui est dû aussi en partie à la taille du pays, mais on a recensé 80 coopératives au Luxembourg, donc qui vivent leur vie. Il faut savoir aussi que malheureusement, le statut de la coopérative au Luxembourg est peu contraignant. C'est-à-dire qu'une coopérative ne garantit pas ça garantit pas qu'elle va fonctionner avec toutes les valeurs que j'ai exprimées tout à l'heure. Donc il faut toujours avoir un petit peu de recul là. Donc il y a au Luxembourg une forte histoire du secteur social associatif, subventionné par les pouvoirs publics, autour de Caritas pour ne pas la nommer par exemple, qui est vraiment un acteur très très important. J'ai vu que vous avez une conférence avec Claude Haas bientôt. Donc lui, il est plus spécialiste de ça, donc il pourra vous en parler. Des dispositifs pour l'insertion des chômeurs. Donc ça, c'est apparu dans toutes les social-démocraties, on va dire, dans les années 80, en fait, avec l'apparition du chômage de masse. Donc ça, on va y revenir. Et des initiatives éparpillées, c'est-à-dire qu'on entend souvent, oui, au Luxembourg, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas effectivement un mouvement d'entreprises alternatives très visible constitué, mais pour ceux qui se promènent un peu partout dans le pays, on sait qu'il y a de ci, de là quelques personnes ou des groupes qui ont entrepris ou qui ont envie d'entreprendre. Et je crois que c'est en train de monter. D'ailleurs, je ne sais pas si Gary, si tu partagerais mon opinion, mais de dire que par exemple autour des groupes des transitions, par exemple, des choses comme ça, où on sent des gens qui quand même s'intéressent à dire voilà, on peut faire autrement, quoi. Donc c'est ça qui va être un petit peu l'enjeu. Alors, vous me permettrez de dire deux mots pour Inès, où je travaille, qui m'a amené ici ce soir, donc qui a été créé en 98, donc à l'initiative d'Objectif Plein Emploi.
Donc l'objectif d'Inès à cette époque-là, en fait, c'était de créer en fait une organisation qui puisse intervenir à la fois au niveau européen, notamment de la grande région, et sur des questions plus de recherche, alors qu'OPE était donc plutôt sur avec les CIG sur l'intégration des chômeurs. Donc moi je suis arrivé au Luxembourg en 2006, donc je travaille depuis 7 ans à Inès. Il n'y avait pas de salariés avant, donc c'était une association qui n'avait pas beaucoup d'activités. Et en 2009, on a créé, en fait, on avait organisé les 4e rencontres intercontinentales de globalisation de la solidarité, dont le lieu ici d'ailleurs était une des parties prenantes à l'époque. C'était donc sur Chifflange et Esch. Et ça a été pour nous le début de quelque chose parce qu'en fait, il y a eu 600 délégués de 55 pays qui sont venus et pendant 4 jours, en fait, on a parlé sur tous les thèmes, donc sur le changement de l'économie et donc on était évidemment très fiers de ça. Donc ça s'est fait sous l'égide du RIPES, qui est le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire. Et donc à la suite de ça, j'en suis devenu donc le leader européen et donc représentant de l'Europe au niveau international. Et comme c'était il y a un petit moment, je suis en train d'organiser la transition pour que justement ça puisse tourner maintenant et aller vers d'autres pays. On a fait une cartographie aussi, Ecosolux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire au Luxembourg, qui n'est pas un projet complètement abouti, mais qui était une tentative en fait déjà d'essayer de donner de la visibilité. Et donc, à la suite notamment de Lux 09, qui était en avril 2009, donc juste avant les élections, il y a eu, nous on considère que ça peut avoir un lien direct, je crois que le ministre ne contredirait pas complètement ce propos, qu'on a œuvré assez fortement pour qu'il y ait la création d'un ministère délégué à l'économie solidaire. Bon, on va voir. Je ne vais pas faire une évaluation parce que j'ai pas comment dire, je suis pas habilité pour faire ça, mais je vais essayer de voir à travers ce qui a pu être proposé jusqu'à présent, donc ce qui se fait et ce qu'on peut porter, enfin ce qu'on porte nous en tant qu'INES, acteur militant de l'économie solidaire, parce que moi je me considère comme un militant, comme un acteur politique, donc du politique, pas dans un parti, mais du politique. Et de voir un petit peu quels sont les enjeux du moment et que j'espère vous pourrez relayer dans votre propre mouvement, puisque évidemment plus on est nombreux à porter ces idées, mieux c'est. Donc quand ce ministère s'est créé, en fait le gouvernement a eu l'idée de confier l'appui au Centre de recherche publique Henri Tudor en disant qu'il avait une expérience en matière d'accompagnement et de montage des politiques publiques. Je crois qu'ils faisaient référence à l'époque sur ce qu'ils avaient fait sur la structuration du ministère de la Recherche. Et donc, ils ont accompagné le gouvernement pour construire sa politique, avec pas beaucoup d'argent dans le budget. Ce qui a été affirmé comme une volonté tout de suite, c'est d'être dans un processus d'ouverture très large, donc en disant, on est dans une vision d'économie sociale et solidaire qui va justement du social business jusqu'à l'économie solidaire, en passant par l'économie sociale et toutes les formes d'entreprises sociales qui, dès qu'il y aura un petit bout de social quelque part, on dira ça en fait partie. Et d'ailleurs, même les acteurs économiques classiques ont été associés aux travaux, donc les représentants des entreprises, du patronat. Donc c'était dans une idée d'ouverture extrême. Et donc le gouvernement a construit un plan luxembourgeois de l'économie solidaire avec 4 grands axes. Le premier de sensibiliser. Alors là, il est en train de se concrétiser avec une étude qui vient d'être lancée par le Statec. Donc en théorie, ils ont envoyé un questionnaire pour essayer d'avoir un petit peu un poids, essayer d'avoir une vision du poids de l'économie sociale et solidaire au Luxembourg. Donc ça, c'est en cours. Les résultats vont sortir. Ils ont eux-mêmes fouillé un peu dans leur base de statistiques. Et donc, il y a, comment ça s'appelle, il y a un annuaire des acteurs sociaux qui s'appelle... Résolux. Ouais, c'est ça, Résolux. Donc, tous ceux-là vont le recevoir. Et puis, tout ce qu'ils auront repéré comme étant un peu périphérique à ça. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne suis pas au cœur du dispositif, mais je sais que ça... Essentiellement, on va retrouver ceux du secteur social, mais ça, je vais y revenir. Structuré et fédéré, donc il y a eu un comité constitutif qui s'est monté pour
donc pour que les acteurs eux-mêmes s'auto-organisent pour voir quel type d'organisation de représentation ils voulaient. Donc nous, on a participé en tant qu'INES, comme acteur d'économie solidaire, et on a décidé, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques pour savoir si l'économie sociale, c'est l'économie solidaire, oui mais non, l'économie solidaire c'est nous, ah mais non, mais nous on était là avant vous, etc. Enfin, une espèce de débat, bon, un peu classique on va dire, mais qui était un peu ennuyeux, et donc finalement on a trouvé que c'était peut-être au niveau de l'image mieux de dire que c'était une union luxembourgeoise d'économie sociale et solidaire, même si le ministère s'appelle toujours ministre de l'économie solidaire. De fait, c'est plus un ministre de l'économie sociale et solidaire. L'idée de soutenir l'entrepreneuriat social, et donc là, il y a eu une aide du gouvernement pour lancer le processus 1, 2, 3 go social, donc puisqu'un 2, 3 go existait déjà, lancé par la Chambre de commerce, donc pour aider à la création d'entreprises. Donc ils ont rajouté une dimension sociale pour aider les entrepreneurs à se monter avec un accompagnement, et puis accompagnement pour faire un business plan. Et enfin un espace de médiation sur lequel il n'y a pas eu beaucoup de communication. Je sais que Claude Haas, que vous allez avoir en fait partie d'une de ces réunions. L'idée c'était de dire qu'il faut créer un espace de médiation pour les questions de concurrence déloyale, puisque dès qu'on parlait d'économie solidaire, les représentants du patronat et des entreprises tout de suite montaient sur leurs grands chevaux en disant « Ah, concurrence déloyale, argent public qui nuit à nos entreprises ». Donc, voilà, pour essayer de... Je crois qu'ils n'ont eu aucun cas à traiter. Donc, au-delà du discours affiché, c'est pas que ça a l'air aussi important et central comme préoccupation. Mais il faudrait vérifier. Donc, sur l'ULES, donc, il y a eu 3 groupes de travail. Donc, un sur... le périmètre, c'est-à-dire qui peut en faire partie. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que dans ce que j'ai dit, avant c'était facile, on mettait toutes les coopératives, mutuelles, associations. Et là, le Luxembourg a pris on a pris, puisque j'ai participé, c'était sur indication du ministère d'ailleurs, une décision très importante et très courageuse de dire que le statut ne garantit pas de faire partie de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est assez important parce que ça veut dire que c'est pas parce qu'on est en coopérative, par exemple, qu'on va être d'emblée considéré comme pouvant faire partie de l'ULES. Ce qui dit que du coup, il faut déterminer quels sont les critères. Donc il y a un premier travail qui a été engagé, mais évidemment, ça va être assez long. Il y a d'autres pays qui sont en train de réfléchir à ça aussi, où on pense plutôt aussi en termes de critères de progrès et de dire comment, voilà, sur les questions de gouvernance, de finalité sociale, comment on détermine qu'on va pouvoir faire partie de cette économie sociale et solidaire. Et puis, bon, évidemment, dans cet espace, on a réfléchi à quel type d'organisation. Elle doit se créer très bientôt, dans les 2 mois, là, donc ça sera annoncé bientôt, et puis un plan de travail qui est en cours de... Et donc, ces groupes de travail prennent décision au comité constitutif. Donc, il y a une quinzaine d'organisations qui participent, avec, à mon évaluation, à celle d'INES, une surreprésentation du secteur social associatif qui au départ a peut-être été un peu trop considéré comme étant le cœur de cette économie sociale et solidaire, ce qui en est une composante importante, mais qui n'est pas la seule. Même si, je l'ai dit, les autres acteurs sont parfois assez éparpillés. Alors, pour venir, parce que c'est ça qui va être plus intéressant, à une discussion un peu plus politique, celle qu'on aura après mon intervention, j'ai essayé de déterminer quelques enjeux et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je l'ai dit, pour éviter que ça soit trop monotypé, il faut vraiment garantir la diversité des acteurs, et ça je crois que ça y est, tout le monde en a pris à peu près conscience. Donc pour faire la promotion de cet entreprendre autrement. Et donc nous on a porté en fait une marque, une identité en tant qu'INES, qui est de porter l'économie solidaire comme un projet politique de transformation sociétale. Donc du coup, là où ça a été compliqué, c'est qu'au départ, on a cherché, on va dire, le consensus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se mettre d'accord derrière une idée, ce qui n'a pas été tout à fait possible. Et moi, je crois que c'est mieux de dire, ce qui est intéressant dans des espaces comme ceux-là, c'est de dire, il faut qu'on puisse se réunir en respectant les spécificités, les diversités d'approche des différents membres. Qu'on va se retrouver sur l'entreprendre autrement, et nous, en tant qu'acteurs d'économie solidaire, on va porter un projet alternatif de transformation plus fort, plus radical, plus engagé dans le mouvement social,
Et que par ailleurs, on peut travailler avec des organisations qui organisent des services pour les handicapés, pour les chômeurs, je ne sais pas, et que c'est pas contradictoire. Alors, si on vient à l'économie solidaire, j'ai fait une diapo un peu iconoclaste, puisque tout le monde est en train de tirer sur Objectif Plein Emploi, qui est un peu en difficulté en ce moment. Donc, comme c'est pas dans mes habitudes de tirer sur les ambulances, on va dire, je crois qu'il faut faire la différence entre, entre l'idée et puis la mise en œuvre de ces idées. Bon, on peut critiquer ce qu'a fait OPE et donc chacun peut avoir son opinion. Et moi, j'aurais envie de défendre l'idée sur laquelle au moins le centre de ressources s'est construit. Donc, cette idée-là, c'était donc de construire une économie solidaire comme troisième pilier économique entre l'économie publique et l'économie privée. Donc, avec, je l'ai dit tout à l'heure, initiative citoyenne, mixité des ressources, besoins non satisfaits. Deux bornes très importantes qui ont donc celle de la concurrence déloyale, dont on nous rabat les oreilles tout le temps, puisqu'il y a de l'argent public, donc c'est pas pour faire des activités économiques marchandes avec des salariés complètement compétitifs. Donc ça, c'est une des bornes. Et la deuxième borne, c'est de ne pas organiser un service public de seconde zone, parce qu'il y a eu aussi parfois cette tentation-là vis-à-vis de pouvoir public, c'est-à-dire finalement, disons, appelons-le un CIG, allez, même si ça existe qu'au Luxembourg, c'est vrai que ça peut coûter moins cher qu'un service communal, il y a plus de souplesse, en même temps on casse des chômeurs, donc ça c'est une des autres bornes, de dire attention, parce qu'effectivement il y a toujours le risque d'avoir une espèce d'économie solidaire de seconde zone comme ça, qui n'est pas une vraie alternative économique qui répond à des besoins et qui travaille avec des gens dits en difficulté ou sur du projet collectif, on va avec une approche vraiment axée sur la dignité, se reconstruire et donc entreprendre dans la sphère publique. Et comment on peut garantir en fait que l'économie solidaire, même si elle reçoit de l'argent public, soit pallier au fait que elle offre un service qui de toute façon ne serait jamais rentable sur le marché, ou alors ça veut dire qu'elle s'adresse à une clientèle très particulière. Comment donc on garantit en fait qu'elle ne fait pas de concurrence déloyale, c'est en organisant une gouvernance collective, c'est-à-dire la transparence, le contrat social, c'est-à-dire ce qui se fait généralement d'ailleurs localement, parce que les débats politiques, philosophiques comme ça, ils sont au niveau des grandes fédérations, au niveau national, mais localement le plus souvent les gens s'arrangent, parce que évidemment on sait très bien que c'est pas facile d'avoir un plombier pour une petite fuite ou un électricien parce qu'il y a une ampoule à changer ou je sais pas quoi, je dis ce qui me vient par la tête là, et que ces petits services-là qui font aussi que quand les personnes interviennent, ils peuvent aussi discuter avec les gens qui les reçoivent, et enfin voilà, tout ce que vous connaissez, j'imagine, donc autour de ce réseau, et qui remplit à la fois une vraie fonction sociale et qui peut améliorer aussi le bien-être dans la communauté. Voilà, donc je crois que ça c'est assez important, et je crois que ce qui est important, c'est de garder l'idée que si on est d'accord avec le fait que l'économie, elle n'est pas organisée qu'avec le public et le privé, d'autant plus qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de sous, donc le public on oublie, donc il faut tout mettre sur le privé, je crois que c'est pas mal de dire, et si on pensait à un tiers secteur d'utilité sociale, parce que finalement c'est ça l'idée, donc de dire effectivement on réinvente d'autres formes d'entreprendre ensemble dans la communauté avec les acteurs directement concernés. Bon, après là je suis dans le discours théorique, j'en sais rien si Objectif Plein Emploi a réussi à le faire vraiment, je crois que c'était un peu compliqué, mais je crois qu'il ne faudrait pas enterrer l'idée avec l'organisation si elle doit être enterrée, ce qui n'est pas fait, mais qui pourrait arriver. Alors, ce que ça change de parler comme ça sur les initiatives sociales pour l'emploi, notamment, c'est qu'on n'est plus dans une approche publique. C'est-à-dire que la question, c'est plus d'insérer des chômeurs. La question, c'est de créer des activités. C'est-à-dire comment on va organiser ces services pour améliorer le bien-être de la population. Et là, j'ai mis un petit chiffre qui, je m'en suis amusé. Enfin, amusé, c'est pas drôle du tout, mais donc ça, je les ai trouvés sur le portail des statistiques, donc c'est officiel. Il y a 17 400 demandeurs d'emploi enregistrés en janvier 2013 auprès de l'ADEME. Même le ministre Schmitt d'ailleurs a reconnu qu'il y en avait
moins de 8 000 qui touchaient quelque chose du chômage, donc c'est pas la totalité des demandeurs d'emploi. Qu'il y a 4 750 qui sont dans une mesure pour l'emploi. Alors moi, j'ai jamais compris pourquoi on les comptait à côté, parce que c'est quoi? C'est des emplois de seconde zone. Je comprends pas pourquoi on doit s'ils ont un travail, ils ont un travail. Enfin, je sais pas, il y a des sous-travails. J'ai pas bien compris l'idée, mais enfin, en tout cas, dans les statistiques, ils sont comptés à côté. Moi, je suis contre cette idée. Alors là, je peux parler en tant qu'Inès de cette idée de deuxième marché du travail. Il n'y a pas de deux marchés du travail. Il y a un marché du travail. Et que, oui, je faisais un petit clin d'œil en disant que donc il y a 17 000 demandeurs d'emploi et il y a 2135 postes vacants. Et on nous dit qu'il y a un problème de formation au Luxembourg. Je crois que le seul problème ne doit pas être celui de la formation, parce que si en admettant que même tous les demandeurs d'emploi étaient bien formés pour reprendre les 2135 postes, je crois qu'il reste encore quelques-uns qui n'auraient pas d'emploi. Donc voilà, je crois que ça, c'est des choses aussi qu'on peut apporter dans l'économie solidaire, c'est de dire qu'il n'y a pas que cette idée, en fait, comme si l'emploi allait le problème du chômage allait se résoudre, en fait, avec la croissance et donc la flexibilité et une meilleure formation. Non, il faut aussi qu'on puisse penser autrement, donc justement, comment on va travailler aussi sur les entreprises. Pourquoi quand il y a du chômage, c'est toujours la faute des chômeurs, c'est jamais la faute des entreprises. C'est quand même un peu particulier, mais c'est comme ça. Et que je crois que c'est important de dire que l'économie solidaire, c'est aussi un espace de débat et un espace, donc justement, où on va pouvoir construire des nouveaux paradigmes économiques. Moi, je me méfie toujours aussi un peu des théoriciens qui arrivent et qui ont la solution. L'idée vraiment de l'économie solidaire, c'est comment on reconstruit collectivement en fait la recherche de nouvelles solutions, mais justement en s'écartant un peu des carcans autour de croissance. Alors, du coup, comment on la stimule cette économie solidaire, cet entrepreneuriat solidaire? Donc, je disais tout à l'heure, économie solidaire fille de la nécessité. Bon, c'est vrai qu'au Luxembourg, on va dire fort heureusement, comme c'est un pays encore assez prospère, on peut expliquer par le fait qu'il y a eu assez peu d'initiatives en ce sens, par le fait qu'il n'y avait pas un besoin d'auto-organisation très très fort. Mais par contre, dans le deuxième, on pourrait trouver des espoirs en fait de développement autour du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui en ont marre de consommer bêtement beaucoup et n'importe quoi, et de dire qu'on peut retrouver aussi de la qualité dans sa consommation, de l'éthique, c'est-à-dire d'avoir du sens, c'est-à-dire dans ce que je consomme, en fait, par qui ça a été fait, où ça a été produit. Bon, je ne vais pas encore remettre les questions des problèmes alimentaires sur la table, mais ça en fait partie, évidemment. Et que je pense que là, il y a un petit mouvement qui est en train d'arriver et que ce serait l'occasion justement de stimuler ceux qui veulent, on en parlait avant avec Gary d'ailleurs, de dire, on sent qu'il y a un potentiel aujourd'hui pour créer des coopératives collectives qui vont faire du petit maraîchage bio, des services, tout un tas de choses comme ça. Autour du logement, on voit un potentiel énorme. Et donc de favoriser cet entrepreneuriat donc dans une vision collective. Alors, en même temps, il y a entrepreneuriat solidaire et entrepreneuriat solidaire, et que c'est vrai, pour avoir en tête quelques initiatives qu'il y a eu dans le pays, qui ont été fortement valorisées, je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que quand on nous dit l'entrepreneuriat social c'est bien parce qu'il n'y a plus de sous, là on est dans une vision en fait de privatisation du social, bête et méchant, c'est-à-dire de dire bon, avant vous donnez beaucoup d'argent, on considère que vous le gaspillez, et ben mettez-vous dans le marché et puis avec sans argent faites le même service. Et donc là c'est toute l'idée qu'il y a aussi autour du social business qui plaît beaucoup manifestement. Que des auteurs ont appelé comme étant une théorie du capitalisme sans but lucratif, c'est-à-dire qu'on ne change rien au modèle, mais simplement on déplace en fait des choses, des services qui étaient organisés dans la sphère du public, que ce soit local ou national d'ailleurs, et on le déplace sur le marché. Donc voilà, on cherche des entrepreneurs qui diront nous on n'a pas besoin d'argent public, on va chercher le client. Alors après, avec tout ce que ça veut dire au niveau des conditions de travail, etc., etc.
Cette société plus solidaire, je crois qu'on doit la penser, on doit la soutenir dans une forme d'entrepreneuriat collectif, d'éducation populaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc comme des gens qui ont envie de s'engager comme vraiment des acteurs de changement et pas simplement je vais créer ma boîte pour gagner des sous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre une entreprise sociale et une entreprise du social. C'est pas parce qu'on travaille dans le social qu'on est solidaire, quoi. On peut aussi faire du business et gagner de l'argent dans le social. Et donc c'est souvent on confond les deux. Donc voilà quelques exemples, je les ai cités tout à l'heure, mais c'est clair que sur la seule idée de la production, ne serait-ce que l'alimentation quotidienne, bon, c'est vrai qu'on produit de la viande et du lait, mais en dehors de ça, par exemple, fruits, légumes, des choses comme ça, il y a un potentiel énorme pour peu qu'il y aurait une politique vraiment active de soutien à l'installation donc de jeunes agriculteurs. Les systèmes d'échange locaux, on a leurs représentants là dans la salle, il y en a au Luxembourg. Donc, parce qu'il y a, autour de cette économie solidaire, il y a tout ce qui tourne autour des échanges informels aussi. C'est pas que l'économie monétarisée, ça peut être aussi tout ce qui est donc économie informelle, d'échange, la finance éthique et solidaire. Alors, ce qui ne semble pas apparaître comme étant un gros besoin au Luxembourg, c'est vrai que dans la majorité des pays européens, en fait, il y a des porteurs d'initiatives et qui ont du mal à trouver les financements. Ici, Etika vous dirait que c'est l'inverse, ils ont de l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Mais pour le coup, la question, elle n'est pas simplement... ça se mord c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire, à un moment donné... l'offre crée le besoin, qui crée l'offre. Je crois qu'il y a des effets d'entraînement aussi qui peuvent se jouer. Donc la question, c'est de dire il faut y aller, voilà, avec quelques collectifs un peu emblématiques. Le commerce équitable, j'en ai parlé. Encore que quel commerce équitable, c'est-à-dire là pareil, c'est-à-dire qu'il y a aussi la grande distribution fait du commerce équitable, ce qui pour moi n'a pas de sens. Alors c'est peut-être mieux que rien du tout, ça c'est vrai. Et en même temps, je crois que ce qui est important et en jeu, c'est le modèle de production, quoi. C'est pas simplement, on peut faire du bio-industriel aussi, s'il n'a pas de sens, quoi. C'est bien l'unité de production, la question sociale dans cette unité de production, son intégration dans la communauté qui est important et pas simplement l'activité qu'on développe. Donc sur le logement, évidemment, là, c'est un sujet énorme au Luxembourg, et puis avec la question énergétique qui est liée d'ailleurs. Et puis après, l'économie solidaire, elle peut prendre toutes les formes. Ça peut être des bars, des restaurants, des hôtels. À la limite, on peut tout faire avec l'économie solidaire. Donc il faut sortir de la vision économie solidaire, c'est je vais m'occuper des chômeurs, des mémés et voilà, des jeunes enfants, quoi. Non, c'est économie solidaire, c'est comment j'entreprends autrement. Alors, pour encourager ça, alors je sais pas, je me suis dit j'interviens là dans le cadre d'un parti politique, j'imagine que vous réfléchissez aussi entre vous pour faire des propositions d'ordre politique, donc je me permets de vous faire quelques propositions. Je crois que c'est important de dire qu'il faut qu'on ait aussi les statuts adaptés pour entreprendre et que, bon, on a beaucoup parlé de la question des ASBL au Luxembourg et c'est vrai qu'il y a une insécurité juridique très forte pour entreprendre, donc il faut régler cette question. Il faut savoir que par un jugement du tribunal, par exemple, les ASBL ne peuvent plus concourir au marché public, ce qui semble, du point de vue de ceux de la Commission européenne à qui on a pu en parler, complètement inique. C'est-à-dire que c'est clair que c'est hors directive de la Commission. Les coopératives, je vous l'ai dit qu'il faut réformer aussi puisque donc elles ne garantissent rien. Pourquoi pas aller sur l'idée de coopérative sociale, puisque c'est vraiment, comme ça existe dans d'autres pays, ou d'intérêt collectif comme il y a en France, c'est l'idée de dire comment on marie, alors là vraiment plus la question sociale avec la question économique, donc se donner les moyens statutaires de pouvoir entreprendre en ce sens. Donc la question des marchés publics, ça c'est énorme évidemment. Si vous êtes élu, vous êtes donc des acteurs économiques qui ouvrent des marchés. Je crois qu'on est encore très balbutiant au Grand-Duché pour mettre des clauses sociales. C'est vrai qu'il y a peu de demandes aussi de la part des acteurs, mais toujours pareil, serpent qui se mord la queue, donc de dire comment on intervient sur ces marchés publics. Et puis évidemment l'accompagnement au montage de projets, parce que c'est un accompagnement spécifique. Je sais pas, il ne s'agit pas de rajouter social à business plan pour que d'un seul coup on fasse une entreprise solidaire. Je crois que c'est aussi tout un accompagnement, toute une méthodologie, toute une façon de faire dans lequel justement on accompagne les porteurs de projets.
Alors j'ai mis une petite référence, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec les camarades du Front de gauche en France, mais donc j'ai mis le lien où ils avaient fait donc au moment de la campagne présidentielle donc une série de propositions pour donc développer l'économie sociale et solidaire, donc sur les questions du défi écologique, d'un pôle public financier, donc soutenir les formes de propriété coopérative. Je crois que j'ai pas tellement appuyé, mais c'est extrêmement important aussi, hein, la question de la propriété en général, hein, que ce soit de l'entreprise, de son logement, etc. Comment on peut redonner aussi un peu de collectif dans tout ça, et puis donc l'idée d'avoir une loi cadre en faveur de l'économie sociale et solidaire, qui est en route d'ailleurs en France, hein, et à l'échelle de l'Europe où malheureusement il y a donc avec le commissaire Barnier qui dit toujours voilà c'est vrai que l'Europe s'est fourvoyée dans l'ultralibéralisme, qu'il faut aider l'entrepreneuriat social, que c'est très important, et que à mon goût on est dans cette forme un peu aseptisée, un peu apolitisée d'entrepreneurs sociaux qui sont dans cette vision assez libérale finalement du social. Alors, je regarde, j'ai presque fini. Hein. Bon, bah, j'ai fini. Donc voilà, je voulais finir par ces deux petites phrases. Donc, moi, je crois beaucoup donc, dans la capacité en fait d'une économie sociale et solidaire qui soit un vecteur du changement de paradigme économique. C'est-à-dire que depuis qu'il y a la crise, elle vient de façon cyclique, hein, le capitalisme est en crise permanente. Mais c'est vrai que nous, on avait, à mon avis, eu la mauvaise idée de dire ah l'économie sociale et solidaire comme réponse à la crise. Et puis finalement, là, on est en train de préparer notre prochain congrès européen au mois de juillet, qui sera à Lille. Et on s'est dit, mais la question, c'est nous, on n'a pas à répondre à la crise. En fait, on a à penser comment on peut faire l'économie autrement. Pourquoi on irait répondre à un modèle économique dans lequel on ne partage pas les valeurs, ni la construction, ni le... Et donc on est en train aussi de changer ça, c'est-à-dire que sans le savoir, nous-mêmes, on intègre quand même un certain nombre de données comme ça qui seraient comme données et sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Donc on est en train de faire ce travail-là, de dire on peut faire l'économie autrement, et pas simplement répondre à la crise en s'occupant des chômeurs et de je ne sais quoi pour réparer la casse donc du capitalisme. Mais pour réussir ça, il faut faire mouvement, et donc ça, je crois que c'est un peu le grand défi du moment, c'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre, à amener des gens avec nous, et qu'on reste trop souvent entre militants, entre nous. Et il y a des choses qu'on a ratées. Si on voit au plus fort de la crise financière, quand des banques ont été en grande difficulté, c'est-à-dire que là, on va dire les citoyens lambda, pas forcément conscientisés, pas forcément très engagés, ont eu peur pour leur épargne, puisque en fait elle était en danger. Et je crois que nous, on a raté un petit quelque chose à ce moment-là. On aurait pu dire, mais votre argent, vous pouvez aussi le mettre dans d'autres outils qui fonctionnent autrement, qui sont en fait sécurisés tout simplement parce qu'ils ne sont pas injectés dans le circuit mondial de la finance spéculative, mais qui sont au service des projets dans les communautés. Ils rapportent peut-être moins en termes de taux d'intérêt, mais ils sont aussi plus sécurisés. On voit les effets qu'ils ont de façon directe. Bon, c'est un peu les défis du moment. Donc voilà, je vous ai donné... donc je ne sais pas si j'étais dans les temps. Enfin voilà, en tout cas, je suis arrivé au bout. Donc un petit aspect un peu théorique de dire voilà qu'est-ce qui se passe au Luxembourg, quels sont les enjeux du moment, et de dire que bon, on peut muscler un peu le discours. Nous, on se bagarre contre, on va dire, la politisation, on va dire, des affaires publiques. C'est-à-dire qu'on entend, je ne vais pas les nommer, mais je vais finir par un propos un peu polémique pour dire qu'on entend quand même assez régulièrement des ministres qui disent que finalement ils ne font pas de politique, ils gèrent les affaires. Et donc justement, nous, notre combat dans l'économie solidaire, c'est de dire qu'il faut redonner toute sa lettre de noblesse à la politique. Voilà, je vous remercie.